Bien, mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons cet après-midi notre collègue David Assouline, sénateur de Paris, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication du Sénat et auteur, en 2016, d'un rapport intitulé « Le sport à la télévision en France, pour l'accès du plus grand nombre, pour la diversité des pratiques et des disciplines exposées ». Je vous souhaite la bienvenue, monsieur le sénateur, et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation avec le rapporteur Cédric Roussel pour cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Dans votre rapport, monsieur le sénateur, vous faisiez le constat de la faible part des chaînes en clair dans la diffusion du sport et d'une offre sportive insuffisamment diversifiée. Vous insistiez sur les conséquences préjudiciables de l'inflation des droits sportifs sur l'accès du public aux retransmissions sportives. Le rapport portait plusieurs préconisations, parmi lesquelles on peut citer l'élargissement de la liste des événements d'importance majeure, l'institution d'un droit d'accès prioritaire aux appels d'offres pour les éditeurs en clair, renforcer notamment le rôle du CSA, et puis l'autorisation de la publicité après 20h sur France Télévisions de façon régulée, ou encore la création d'une instance de concertation rassemblant les acteurs du sport et de l'audiovisuel. Je vous serais reconnaissant de revenir sur ces propositions et plus largement la réflexion qui a été la vôtre dans le cadre de ce rapport. Votre point de vue sur ces sujets aujourd'hui sera tout aussi précieux et nous expliquer pourquoi, notamment, ces propositions, ces préconisations n'ont toujours pas reçu de suite de la part des autorités qui sont concernées. Je vous laisse la parole pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec en particulier notre rapporteur, M. Cédric Roussel. Vous avez la parole. Merci, M. Juanico. Merci, Monsieur le rapporteur, de m'accueillir. C'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation parce que c'est un sujet très important et en plus, si ce rapport date maintenant, 5 ans à peu près, les sujets que j'évoque sont toujours aussi prégnants, voire les prévisions que je fais dans ce rapport se sont avérées complètement confortées par, malheureusement, les prévisions pas positives, par la réalité. À part une évolution que je préconisais, où il y a eu un bouger positif, c'est sur la retransmission du sport féminin. Alors, pourquoi? Parce que je pars du principe que le sport fait partie d'une... le spectacle sportif aussi fait partie de notre culture populaire, la plus populaire qui soit, qu'il rassemble un pays, il rassemble, quelles que soient les origines sociales ou d'origine tout simplement, dans des joies, dans des peines. Sa diffusion aussi, je parle là de l'intérêt général de la diffusion sportive, permet d'encourager la pratique sportive. On se souvient que le tennis fut une époque était réservé à quelques-uns et quand Yannick Noah gagne, il y a une explosion et une grande poussée d'autres origines sociales vers ce sport. Et donc son exposition favorise bien entendu la pratique sportive qui est tout à fait nécessaire pour nos concitoyens, y compris pour la santé de nos concitoyens, bien entendu. Et donc, je suis parti du principe qu'en prévision, à l'époque seulement, de l'obtention des Jeux Olympiques par Paris et par la France, nous devions aborder le sujet globalement et voir quelles étaient les tendances et essayer d'agir sur ce qui était des tendances négatives et encourager tout ce qui pouvait l'être sur le plan du positif à apporter. Depuis, on a obtenu les Jeux et peu de choses ont bougé, et notamment le fait, je considère très important pour cette échéance, c'est que la multiplication
citer des pratiques sportives, des sports exposés aux Jeux Olympiques, vont devoir susciter un engouement populaire, ne serait-ce que pour remplir les lieux publics où ils sont diffusés, et qu'une grande partie de ces sports sont quasi inconnus des Français, et jamais, en tous les cas, exposés à la télévision, et donc il n'y a pas d'encouragement à les visionner, à les connaître, pour, quand on aura les Jeux Olympiques, faire en sorte que ce ne soit pas des tribunes vides avec des gens à la télévision qui regardent, mais un vrai moment de participation populaire dans notre pays, à Paris. Donc, on m'a demandé aussi, ou surtout à ce moment-là, dans l'urgence, puisqu'on m'a donné 3 mois à peu près, de faire une proposition d'aménagement, de rénovation du décret protégeant les événements d'importance majeure. Décret qui protège un certain nombre de manifestations en obligeant en fait qu'elles soient diffusées en clair. Et qui date de 2002, donc qui est ancien, avec même à ce moment-là des compétitions qui n'existaient plus et beaucoup d'autres qui étaient, disons, pas imaginées à ce moment-là, avec une quasi-inexistence des événements féminins en 2002, et puis avec, comment dire, une très peu de diversité dans ce qui était protégé. Bon. Bien entendu, vous le savez, le paysage et audiovisuel et le paysage des manifestations sportives et de leur exposition a été bouleversé, et pas seulement à la marge modifié depuis 2002. D'où l'urgence. Avec un impératif lié aux exigences européennes, puisque ça rentre dans des exigences européennes, qu'on n'élargisse pas la liste, parce qu'on était parmi les pays qui avaient une liste déjà parmi les plus importantes. Bon, donc c'était un peu la quadrature du cercle. Je vais revenir sur le décret lui-même pour en parler, parce que j'attends toujours qu'il soit publié. Et il faut le dire, que c'était un rapport demandé par le Premier ministre, par le ministre des Sports et par la ministre de la Culture, et que quand je l'ai rendu, ils ont déclaré publiquement qu'ils étaient d'accord à 100% avec la modification du décret. En gros, il n'y avait plus qu'à le publier. Mais je sais que ça ne se passe pas comme ça. Les élections ont passé, d'autres gouvernements se sont succédés. À chaque fois, les ministres que j'ai alertés, ils ne semblaient pas être alertés en interne, parce qu'aux questions du gouvernement, on les croise, m'ont dit qu'ils allaient voir. Des fois, il y a eu des réactions, voire même des réunions que j'ai pu faire avec leur cabinet, notamment le premier avec de Madame Nyssen. Et on m'a dit, à 90%, on est d'accord. On s'interroge si on ne met pas une manifestation culturelle. Parce que les événements protégés, ça peut être aussi des manifestations culturelles. La France n'en avait pas mis. Certains pays mettent un grand événement culturel, traditionnel du pays dedans. Je crois en Italie, je crois en Irlande, des choses comme ça. Nous, en cherchant bien, avec la bonne volonté que j'ai, parce que j'adore la culture, je voyais le Festival de Cannes, mais il est diffusé en clair, déjà, malgré qu'il est sur une chaîne payante. Et donc, je ne voyais pas quelle proposition judicieuse qui était... voilà. Donc, mais eux réfléchissaient à ça, peut-être pour montrer au ministère de la Culture qu'ils avaient des idées aussi. Et que, bon, donc, ça ne s'est pas fait. Le ministre change, les deux. J'avais plus de rapports avec le ministre de la Culture suivant, puisqu'on a été longtemps parlementaire sur les mêmes sujets, lui à l'Assemblée, moi ici. Et donc le rapport était plus direct. J'ai senti qu'on prenait les choses un peu plus à bras-le-corps. Mais Franck Riester.
Mais pareil, ça s'est enlisé. Alors, il y a toujours plusieurs raisons, parce qu'il y a eu le coup de l'enquête publique. Bon, là, on n'avait pas parlé avant, mais elle a eu lieu, et je trouve ça plutôt bien de faire ça. Donc il fallait attendre les résultats, etc. Et puis, il y a aussi un classique, quand il y a deux ministères concernés, c'est l'autre ministère bloque. On n'a pas de réponse. Et puis quand on va voir l'autre ministère, il dit c'est l'autre ministère qui bloque. Moi je n'ai pas les moyens d'enquêter et de savoir la vérité. Pour moi, ils doivent avancer d'un même pas. Je me suis dit que peut-être il y avait aussi des interventions extérieures. Parce que quand c'est à ce point, il y a eu encore changement de ministre depuis. Et c'est la même chose. J'ai même interpellé, un peu exaspéré, Mme Bachot à une occasion, qui pouvait peut-être une audition au Sénat. Elle avait l'air de tomber des nues, c'est-à-dire de ne pas être au courant. Donc je n'ai pas continué, parce que je n'allais pas lui faire porter le chapeau de quelque chose qu'elle n'est même pas, dont elle n'a pas connaissance. Mais donc ça montre aussi que dans les fonctionnements ministériels et la continuité de l'État, il y a un vrai problème. Parce que là, on ne parle pas de majorité parlementaire différente, on parle quand même de gens qui doivent se passer les dossiers et avancer. Bon, je ne baisse pas les bras. Pourtant, j'ai consacré du temps. Plus de 50 heures d'audition. J'ai vu tout le monde dans le monde sportif, dans le monde de l'audiovisuel. J'ai été à l'Europe, voir et les commissaires et concernés, qui étaient aussi plusieurs, et les parlementaires les plus impliqués là, sur ce dossier. Bon, voilà, j'ai essayé de faire un travail le plus complet possible. Et d'ailleurs, moi, j'ai appris tellement de choses, c'est pas tout le temps dans l'émission, que je modifiais même mes appréciations, mes jugements, parce que vraiment c'était constructif et j'apprenais et beaucoup, et j'ai voulu publier quasi in extenso l'ensemble de mes auditions dans le rapport, pour que tout le monde profite à l'état brut de ce qui se disait. Bon, il y a une équation, c'est que le monde de l'audiovisuel n'a pas complètement les mêmes intérêts, puisqu'il y a à peu près 3 branches, ceux qui sont en clair, ceux qui sont payants, et en clair ceux qui sont privés, ceux qui sont publics. Et de l'autre côté, les fédérations n'ont pas complètement les mêmes intérêts entre elles, et elles n'ont pas tout le temps les mêmes intérêts vis-à-vis des ligues. Donc, avancer dans ce domaine signifie prendre des responsabilités pour situer l'épicentre des décisions là où on peut créer le plus de consensus, mais sans être empêché, parce que jamais tout le monde sera d'accord. Et avoir dans ce qui est proposé que tout le monde s'en sorte le mieux et comprenne que nous ne sommes pas là pour défendre tel ou tel intérêt, mais pour défendre l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que le sport soit visible à la télévision et par le plus grand nombre. C'est mon postulat de départ. Et les tendances n'étaient pas celles-là. Je prévenais que de plus en plus de ce qu'on appelle les événements premium, c'est-à-dire les plus demandés, et essentiellement dans le football, mais il y en a d'autres, devenaient exclusivement, les droits étaient possédés exclusivement par des éditeurs privés, payants. Et qu'on arrivait peut-être progressivement à quelque chose qui spoliait le plus grand nombre d'une possibilité de voir ce qu'avant ils voyaient facilement, ou plus facilement, progressivement, et avec des prix qui devenaient de plus en plus prohibitifs, et avec une segmentation qui faisait qu'il fallait plusieurs abonnements pour pouvoir faire ce que l'on faisait avant naturellement. Donc, quelque chose réservé à ceux qui avaient les moyens. Les autres, on s'en souciait peu. Et un deuxième facteur, qui est lié, c'est que on se souciait peu de combien de gens regardent. Parce que dès que c'est payant, il y a bien sûr beaucoup moins de gens qui regardent.
Et on peut avoir une manifestation où il pourrait y avoir 5 millions et on se contente de 500 000 personnes qui regardent parce qu'elles payent. Et donc, l'intérêt général qui est qu'il y ait le plus grand nombre qui regarde ce spectacle ou cette compétition était perdu de vue, en tous les cas considéré comme quantité négligeable. Donc, quelles étaient les tendances? Celles que je viens de dire, et on a vu des catastrophes, puisque le championnat français, Mediapro, voilà, un propriétaire étranger monté de toutes pièces, avec peu de fiabilité sur le moyen et le long terme, pouvait posséder le championnat de France. Je ne parle pas du championnat d'Italie, je parle de notre championnat. S'écrouler et d'un coup mettre en danger même le fait que ça puisse être diffusé et l'équilibre financier qui en découle de l'ensemble des clubs et du football français, parce que je ne nie pas que l'apport des diffusions télévisuelles et donc du fait qu'il y ait beaucoup d'argent qui rentre est absolument nécessaire pour l'équilibre financier du football français et des clubs. Parce que la manne financière qui vient sert à financer le sport et c'est un circuit fondamental pour que le sport puisse vivre. Donc je ne suis pas dans la contestation qu'il puisse y avoir du payant et que l'audiovisuel puisse... Mais il faut trouver les points d'équilibre et faire attention à certaines tendances. Je prévoyais que les grandes plateformes américaines allaient s'intéresser à des événements français. Amazon est arrivé avec le championnat de France et certains matchs très importants sont exclusivement consultables sur Amazon. Et on a toujours RMC Sport qui possède un petit peu avec l'Europe. On a toujours Canal, heureusement, qui récupère pas mal de choses. Donc ça concentre sur un seul abonnement des compétitions, Ligue des Champions, etc. On a toujours... Bon, je mets en garde sur un deuxième problème qu'on va avoir sous peu analysé. Comme vous savez, TF1 pour racheter M6, la fusion est programmée, c'est pas décidé parce que ça vient pas que de leur décision, il faut que l'autorité de la concurrence autorise les choses. Ce moment de concentration, certains le soutiennent parce qu'ils disent on aura un grand groupe privé qui pourra résister justement par rapport aux grands groupes étrangers, notamment aux plateformes, et qu'on a besoin de... Je conteste cette vision là parce que je pense qu'il y a des moyens de s'unir, d'être fort, sans concentrer toujours, parce que la diversité est atteinte, et parce que la diversité est atteinte parce que ce niveau de concentration annule, écrase et minimise tout ce qu'il y a à côté, qui peut être plus petit et qui peut apporter de la diversité, qui était l'atout. Et l'acquis essentiel de la TNT, ça a été ça, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a permis de diversifier, y compris pour la création, etc., les guichets pour aller proposer et avoir des possibilités, voilà, d'une grande diversité, en ne passant pas par le même tuyau, avec les mêmes critères. Bon. Mais passons ça. Le service public, là-dedans, depuis de nombreuses années, a été marginalisé de la diffusion sportive. Or, c'est un service public essentiel. Si on le rapporte à ce que je disais en introduction, l'objectif, c'est que si on considère que ça fait partie de la culture populaire, que ce sont des grands moments de rassemblement de notre peuple, dans ses joies, dans ses peines, dans ses émotions, alors le service public doit être présent. Il a été évincé complètement de la possibilité progressivement de diffuser du football, qui est pourtant le principal sport. Notamment achevé dans cette mission possible par le fait qu'on a supprimé la publicité comme un des vecteurs de financement et qu'à partir du moment où la publicité n'a pas lieu après 20 heures, il n'y a pas de possibilité de diffuser un événement, par exemple de football,
puisqu'il coûte cher et que la seule façon de le financer est d'avoir ces fenêtres publicitaires. Ou alors on dit que l'État paye des sommes incroyables pour pouvoir diffuser un peu de football au détriment de tout le reste de la création qui coûte moins cher, on va dire, et que le service public doit pouvoir diffuser l'information, etc. Donc, le service public est resté présent parce qu'il avait par les événements protégés en partie, et qu'il diffuse en clair, un certain nombre d'événements, on va dire Roland-Garros, se passant en journée, profitant quand même de la publicité finançable, le Tour de France, le tournoi des 6 nations. Aujourd'hui, je dis que ce sera mis en danger, parce que ce n'est pas le service public qui est protégé dans les décrets, c'est le clerc. Et si vous avez un grand groupe qui détient 70% du marché publicitaire, qui a la puissance financière de venir dans les appels d'offres, dire on renchérit sur ce que France Télévisions vous propose, ni le Tour de France, ni Roland-Garros ne résistera. Et déjà, Roland-Garros a été coupé en tranches, maintenant il y a les matchs du soir pour pouvoir diffuser dans des fuseaux horaires différents sur le marché mondial, que Amazon possède aussi, encore Amazon. D'accord ? Et donc ça a commencé, ce mouvement. C'était ou inexistant ou prévisible quand j'ai écrit. Aujourd'hui, c'est la réalité. Donc les tendances se sont renforcées, la direction est prise, et dans 5 ans, je ne sais pas où on sera, y compris pour le service public. Ça, c'est un danger de la concentration TF1, M6 en particulier. Je dis que c'est un danger. La concentration des recettes publicitaires qui font qu'on a une capacité à acheter les droits encore plus importante. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc je pense qu'il faudra, si cette opération se fait, chacun peut avoir son point de vue. L'autorité de la concurrence, elle aura un point de vue droit, parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle devra choisir pour autoriser entre 2 versions du droit. Ou c'est, comme avant, le marché publicitaire de l'audiovisuel français, ils auront 70%, donc c'est pas possible, les règles françaises ne le permettent pas. Ou inventer une nouvelle jurisprudence c'est le marché des droits, plateforme comprise. Et là, c'est 30%, ils auront le droit de fusionner. Donc ça, je leur laisse à décortiquer l'avis qu'ils rendront. J'attends que le gouvernement nous dise d'ailleurs ce qu'il en pense. Mais moi, je me place dans la perspective où ça existe. Il faudra voir comment on protège le service public, comment on le renforce. Parce que quand il y a un grand groupe en clair qui passe à 70% du marché publicitaire et qui a cette puissance, pas seulement pour le sport, pour l'ensemble, mais pour le sport en particulier, le peu qui reste au service public peut être mis en danger sérieusement. Les tendances aussi, je finis par son importance, et je mettais en garde pour les Jeux Olympiques en France, c'est que, comme vous le savez, Discovery a les droits des Jeux Olympiques. On a été protégé cet été parce que les contrats de France Télévisions avaient déjà été passés et qu'on ne pouvait pas les remettre en cause, de l'obtention du nombre d'heures. Maintenant, dans le cahier des charges de l'accord avec le comité olympique, le comité d'organisation olympique, Discovery a une possibilité de limiter ce qui est d'abord de fixer des tarifs prohibitifs, mais aussi de limiter le nombre d'heures diffusables mises à disposition. Est-ce que France Télévisions sera en capacité, pour les Jeux Olympiques en France, d'offrir le même service que là, cet été? Je ne le pense pas. Et je pense que ce serait très grave que quand les Olympiques ont lieu en France, le citoyen français ait moins de possibilités de voir les JO que quand c'était à l'étranger avant. Et donc là aussi, il faudra renforcer l'audiovisuel public pour qu'il ait les moyens et avoir les régulations qui lui permettent. Je finis avec le décret, la principale avancée que je proposais. Et comment j'ai fait pour, vis-à-vis de l'Europe,
ne pas augmenter tout en proposant qu'il y ait plus. C'est un peu compliqué à faire en général. Le plus, pour moi, le principal manque du décret de 2002, c'est que le sport féminin était quasi inexistant. Et donc, j'ai proposé que les événements s'entendent quand ils existent, dans les deux sexes, on va dire, au féminin ou au masculin. Donc, je n'augmente pas les événements. Si je dis la finale de la Coupe du Monde de foot, c'est féminin et masculin. Si je dis la finale ou le demi-finale du handball, c'est masculin et féminin, etc. Donc, j'ai multiplié par 2 en n'augmentant pas du tout la liste, en partant du principe que à chaque fois, c'est un événement qui doit être compris au masculin, au féminin. Ce n'était pas une grande invention. J'avais vu qu'ils étaient un peu sur cette ligne en Grande-Bretagne et qu'au niveau européen, on ne les avait pas rappelés à l'ordre, parce qu'ils ne le faisaient pas vraiment. Mais eux, ils avaient ce principe. Et donc, j'ai proposé ça. Et ça avait intéressé les ministres à l'époque. Je pense que c'est la tendance. Et je dis que les encouragements, notamment l'effort particulier du service public, c'est pour ça que ça sert à quelque chose, le service public, sur le sport féminin, a changé la donne, puisque je crois qu'on est passé de 13,8 il y a 5 ans d'heures de retransmission en clair de sport féminin par rapport au sport en général, à 18 aujourd'hui, 18%. Donc c'est une augmentation de 5%, et c'est une tendance. Vous avez dû le remarquer d'ailleurs, il y a des événements féminins de plus en plus grands, c'est souvent le service public qui a fait l'effort, et on comprend à quoi sert le service public, parce qu'à ce moment-là, il fallait faire des paris. Parce que si on n'expose pas un sport, eh bien il n'y a pas d'audimat, parce que les gens ne sont pas intéressés, ils ne connaissent pas. C'est quoi à partir du moment où on prend le risque, alors qu'il n'y a pas d'audimat acquis, de présenter un sport, et notamment le sport féminin, les gens découvrent que c'est pas mal, que c'est aussi bien, que ça a de l'intérêt. Et à ce moment-là, il y a l'audimat. Et donc, prendre la décision de, quand c'est pas encore très populaire, de faire, c'est ce à quoi sert le service public en particulier, parce qu'il n'a pas d'impératif immédiat d'audimat lié à la publicité, etc. Et je pense que cette direction doit être continuée avec le service public. Il doit exposer les sports peu connus, parce qu'il peut prendre ce risque de ne pas avoir beaucoup d'audimat au départ et les faire connaître. En perspective des JO, c'est intéressant d'avoir cet outil. Donc voilà, je finis en disant, il y a le problème du sport de plus en plus cher à regarder pour les événements premium. Il y a le problème d'une sanctuarisation plus forte de la mission de service public de l'audiovisuel public pour qu'il puisse continuer à diffuser du sport. Et il faut beaucoup de volontarisme pour ça, et déjà publier le décret, puisqu'on me dit qu'on est d'accord, le publier le plus vite possible, parce que ça donnera un signe, y compris symbolique, qu'on s'intéresse à faire que le sport reste accessible au plus grand nombre. Ah, pardon. Merci beaucoup. Donc on était effectivement très curieux de vous interroger. Vous avez totalement effectivement votre place ici dans cette mission d'information, puisqu'on essaie à terme de trouver, à partir d'un fait divers qui est le fiasco de Mediapro, qui a notamment, si on parle du football, donc bien fait identifier pour tous ceux qui n'étaient pas encore conscients qu'il y a une dépendance des modèles économiques. Alors je parle du football masculin. Et que donc, pour la pérennité ne serait-ce que du sport professionnel de son financement, il est absolument indispensable de réfléchir aussi à des sources de diversification de son modèle économique, que se passe par également l'encouragement et le développement des partenariats sportifs, également l'attractivité dans les stades, tout ça en complément, et qui va dans le même sens de votre combat politique, qui est l'exposition au plus grand nombre, donc
du sport. Pourquoi? Parce qu'il y a des objectifs politiques de lutte contre la sédentarité, de santé publique, mais aussi tout simplement des valeurs qu'on souhaite mettre en avant, et là collectivement, quels que soient les bancs, j'ai envie de dire, sur la cohésion et le dépassement de soi, ne serait-ce que ça, j'ai envie de dire. Donc très vite, donc, cette mission qui part de ce constat-là, vous l'avez dit vous-même, à un moment donné, on vit dans un monde, on n'est pas complètement déconnecté, on voit bien qu'il y a, je dirais, peut-être un équilibre à trouver entre cette maximisation de droits TV, qui aujourd'hui dans le football donc, est une des composantes importantes de financement du sport, et indirectement au travers de la taxe Buffet du sport amateur, de tous les sports, et son exposition, parce que, je vais dire, on sent une corrélation entre une exposition et un développement de l'appétence pour le sport, de la pratique et de sa consommation. Mais est-ce que dans les auditions que vous avez faites, dans les éléments que vous avez pu relever, est-ce qu'il y a des études de corrélation qui ont été faites entre donc cette exposition au plus grand nombre et ne serait-ce que également les chiffres d'attractivité dans les stades, puisque c'est un enjeu aussi pour certaines disciplines, c'est l'attractivité dans les stades, de cet effet vertueux que certains mettent en avant pour défendre donc plus de sport en clair. Pardon, excusez-moi, c'est mon tour de vous coincer. Très sincèrement, monsieur le rapporteur, je n'ai pas eu accès à des études complètes, argumentées, etc., qui mettent en corrélation. Peut-être parce que ça nous semble être un peu une évidence que on va plus aller prendre sa licence d'un sport qu'on connaît, qu'on voit, qui nous donne envie, et la télévision est le principal vecteur, mais il y a aussi, et moi je ne veux surtout pas minimiser le rôle que l'école peut jouer aussi, que les associations de quartier peuvent jouer pour intéresser des jeunes à aller vers un sport. Mais je pense, moi, assez évident qu'un niveau d'exposition audiovisuelle important d'un sport encourage à la pratique de ce sport et va encourager aussi à la connaissance d'un sport, à l'intérêt qu'il peut susciter pour ensuite aller voir, prendre un billet pour aller voir la compétition aux Jeux Olympiques. Si je ne sais pas que ce sport existe, eh ben, je n'aurais pas envie d'aller forcément. Et donc on a cet enjeu, y compris aux Jeux Olympiques, de remplir. J'ai connu des Jeux Olympiques, je ne parle pas de ceux-là derniers parce qu'il y avait le Covid et que bon, où beaucoup de compétitions se faisaient dans des stades ou dans des enceintes vides de public, là où on s'arrachait pour avoir les billets sur certaines compétitions. Donc je n'ai pas d'études exactes. J'ai même un avis, j'ai même des exemples contraires. Paradoxalement, je proposais d'intégrer aux événements majeurs des événements de disciplines sportives qui ont le plus grand nombre d'adhérents dans le pays et qu'on ne voit jamais à la télé. Ou de sports où on est très brillant, où les Français ont une renommée, judo, aviron, etc., où il n'y a quasiment pas d'exposition. Donc on peut avoir la chose inverse, on peut avoir beaucoup de licenciés dans une discipline et pas d'exposition du tout. Mais là, c'est une autre injustice qui se crée. C'est pourquoi, alors qu'il y a tant d'intérêt par la pratique même et le nombre de gens qui pratiquent, pourquoi on ne peut pas les voir à la télé? On ne peut même pas avoir justement l'argument de ça intéresse personne. Mais peut-être que ces études existent. Il faut, C'est du tennis, là. Il y a de nombreuses compétitions qui sont diffusées en clair sans pour autant être des événements d'importance majeure. C'est le cas du rugby féminin, d'une partie du football féminin, du volley
Et je crois que vous notiez dans votre rapport que sur plusieurs centaines d'événements labellisés EIM, entre 2004 et 2015, un seul n'avait pas été diffusé en clair. Donc du coup, parce qu'on cherche, et je pense que vous êtes... je faisais partie de ceux peut-être derrière vous qui demandaient à avoir donc des critères d'évaluation. Enfin, ça, c'est peut-être une demande générale sur toutes les lois qu'on peut être amené à discuter, voire à voter. Là, c'est la même chose, des critères d'évaluation de ce décret. Juste, pouvez-vous revenir sur ce point-là? Parce que ce point-là ferait dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de modifier le décret, dans le sens où il y a je dirais, entre guillemets, une régulation plutôt naturelle des choses. Alors, peut-être revenir pour le préciser, ce point-là. Peut-être que moi, c'est l'interprétation que j'en fais, mais... C'est moi. Oui, j'ai pas bien compris votre question. Vous dites que je dis que sur les événements d'importance majeure, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas été diffusé en clair. C'est ça. Bah, c'est parce qu'ils étaient dans le décret. Le décret existe. Donc le décret sert à ça. Non, je parle de... Je parlais de fait à côté de ce décret-là, il y avait donc des événements qui n'étaient pas considérés EM et qui étaient diffusés en clair. Ce que je veux dire, c'est que le décret, vous avez raison, et on est d'accord sur le fait, c'est qu'il est... il ne doit pas être revenu à la baisse. Mais là, on est en train de discuter, on est d'accord sur le fait qu'il doit être élargi. En tout cas, c'est des discussions qui sont ouvertes et qui donnent lieu à des enquêtes publiques, notamment, on l'a dit. Mais donc, sur son efficacité, parce qu'il existe, on peut, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais sur le fait que quand même, il y aurait une tendance à avoir de toute manière des événements donc, sportifs féminins qui ne sont pas considérés, eux, dans ce décret-là, et qui, malgré tout, donc, sont déjà... sont diffusés pour part en clair. Donc, du coup, c'est... Voilà. Des fois, sans réglementation, il y a des pratiques vertueuses. Donc, ça peut exister. Là, déjà, je constate, puisque les événements dont vous parlez, c'est les événements féminins, etc., en partie, que c'est souvent le service public. C'est pas n'importe qui a pris le risque. Et parce que c'était émergent, si ces événements ne sont pas protégés, s'ils deviennent importants pour capter de la publicité ou pour capter des abonnés de chaînes payantes, et qu'il n'y a pas leur sanctuarisation, par le fait de les intégrer dans des événements protégés, alors oui, le danger existera, que certains ont pris les risques pour les faire connaître, pour qu'ils prennent de la valeur, et ensuite, quand c'est le cas, ils soient pris et achetés avec des droits exorbitants par ceux qui ont les moyens, et notamment dans le clair par le privé au détriment du public, mais ça on n'y peut pas grand-chose, puisque le décret c'est sur le clair, mais vers des événements payants. Vous voyez ma logique, c'est-à-dire que oui, pas de façon naturelle, il y a eu des encouragements, et je pense que sans essayer de me donner une place plus importante qu'au contraire, je vous ai dit à quel point j'ai eu l'impression de faire les choses pour rien. Donc je ne pense pas, mais je sais que l'impact le plus fort, y compris de ce rapport, parce que je sais que quand je discute avec le CSA, quand je discute avec les chaînes, ils ont eu ce rapport aussi en référence sur la promotion du sport féminin. Ils se sont sentis encouragés et confortés à le faire. Il y a eu un bouger. Aujourd'hui, je pense qu'on a tout intérêt à faire que, si on veut que ce bouger continue, parce que l'écart est encore énorme, avec les événements masculins ou mixtes, je pense que c'est utile de le mettre dans des événements protégés, parce que plus ils prendront de l'ampleur, et c'est ce qu'on veut, en termes d'audimat, plus le danger pèsera qu'ils soient achetés par ceux qui peuvent en tirer bénéfice et qui seront des chaînes ou des éditeurs cryptés.
ces auditions que nous faisons mettent en valeur un particularisme et surtout des particularismes, c'est-à-dire que toutes les disciplines sportives n'ont pas le modèle économique, le même modèle économique. On part d'un extrême en termes de télédépendance, c'est bien sûr le foot, et on parle de beaucoup d'autres extrêmes et disciplines sportives dont les droits TV ne sont pas monétisables. Il a été donné ici des exemples, notamment, alors j'ai plus le sport en tête, hein, mais aussi du fait que, et ce questionnement de se dire, mais justement, donc, la monétisation des droits TV, je mets de côté le foot, mais plutôt pour des disciplines plus confidentielles, peut être justement donc, une variable donc, économique en tant que telle pour construire le modèle de développement du sport et de la discipline féminine en l'occurrence. Qu'est-ce que vous... Je dirais, est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, certaines disciplines ont peut-être intérêt à, je dirais, dans leur construction, parce qu'elles sont dans un tout autre modèle économique, à justement donc peut-être travailler avec des acteurs et audiovisuels qui auraient les moyens d'investissement sur du long terme, alors qui soient sur un modèle économique qui pourrait être vertueux pour elles. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mince. Ah bah dis donc, pas. Oui, je comprends votre question et j'ai pu le vérifier, ce n'était pas avec le sport féminin, avec beaucoup de fédérations. Il y a des fédérations, aujourd'hui, on leur dit, et Beansport l'a fait sur certains sports, on vous achète les droits, voilà le chèque. Il n'y aura pas beaucoup de monde qui va regarder. Ça se vérifie, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Mais la fédération, elle a son chèque. Et donc, elle nous dit, elle peut nous dire, nous, ce chèque, c'est une sécurité, on n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, que ce soit regardé devient très peu important. C'est là que je vous ai parlé tout à l'heure dans mon introduction de notre rôle, nous, parlementaires ou gouvernement, quand c'est un gouvernement, d'être dans l'appréciation de ce qu'est l'intérêt général. Il y a des intérêts très divers, des modèles économiques différents, etc. Et on doit trouver les régulations. Et quand ça désavantage, bon, qu'est-ce que nous disent les fédérations qui disent ça? Elles nous disent, nous, on veut le minimum pour vivre. Et il est garanti comme ça. Ben, si on leur enlève, ou si on atténue ce minimum pour vivre, eh bien la collectivité publique, l'État, compense. C'est-à-dire qu'il doit donner aux fédérations les moyens de vivre aussi. C'est-à-dire, c'est une façon... Si on pense aujourd'hui que le sport, même quand il est sous tutelle du ministère des Sports, les fédérations, c'est le cas, ne peut vivre que si le privé l'alimente, il y a un problème, parce que à un moment donné, il n'y aura plus de tutelle publique. Personne n'écoutera ou ne voudra suivre des politiques publiques en ce qui concerne le sport, puisque leur existence dépendra d'autre chose. Et c'est comme ça que la puissance publique perd la main sur des choses importantes. Donc c'est l'équilibre. Moi, je ne suis pas... certainement pas pour nationaliser le sport, parce que ça, c'est un autre modèle politique, pas économique, qu'on a connu d'ailleurs. Les fascistes et en général les totalitaristes ont plutôt été dans cette vision de ce que doit être le sport, sous contrôle, on va dire. Mais je pense qu'il faut avoir une approche qui évite... les catastrophes Mediapro. Voilà. Si on est entre les mains, si c'est seulement l'argent qui dicte les choses, on arrive à des inflations qui n'ont plus de sens pour les gens. Et vous pensez qu'un môme à qui on demande de remplir, quand il arrive au CP ou au CE1, une petite fiche, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Il a envie d'écrire professeur, qui gagne 1800 au début.
alors qu'il voit toute la journée que, comme ça, s'il est bon au foot, il peut gagner des dizaines de millions. Donc il mettra footballeur. Mais je ne parle pas du reste. Donc c'est des valeurs. À un moment donné, il y a des choses qui impriment et qui formatent, y compris l'éducation de notre jeunesse et des gens, qui n'ont plus rien à voir avec les valeurs du sport, qui n'ont plus rien à voir avec les valeurs de la République, et après on s'en étonne. Donc moi je dis, il faut des régulations, il faut que les choses aient du sens, il faut que les choses aient des proportions, mais bien évidemment, aujourd'hui, le sport ne peut pas, notamment un certain nombre de sports premium, comme on dit, et de compétitions premium, ne peuvent pas se passer de la manne des droits audiovisuels. Et donc, il faut que nous régulions, nous, dans notre charge, de façon à permettre que tout cela avance sans mettre en danger même ce qu'on affirme être nos valeurs. Vous faisiez la proposition là, dans votre rapport, monsieur le sénateur, de la création d'une instance permanente de concertation sport audiovisuel, alors, soit par voie législative, soit par voie réglementaire, sous l'égide du CSA. Quelle en aurait été la forme idéale pour vous sur ces questions-là? Ça, c'était la proposition la plus utopique. Facile à faire, hein, pas utopique parce que pas réalisable, mais la forme concrète, je ne voulais pas rentrer dedans, mais en fait, c'est quoi? C'est que je me suis dit, moi je viens de voir en quelques mois quasiment tout le monde sportif, quasiment tout le monde audiovisuel. Ils sont globalement animés de bonnes intentions, mais ils se font la guerre entre eux, ou entre disciplines, ou entre ligues et fédérations, ou entre certaines fédérations et le monde de l'audiovisuel. Le monde de l'audiovisuel se fait la guerre entre lui, selon qu'il est payant, selon qu'il est... Bon, c'est normal, ils sont en concurrence. Je me suis dit, à un moment donné, quand même, pour réguler tout ça, ça serait bien qu'ils soient tous autour de la table pour qu'on les incite à dégager l'intérêt général. Parce que quand on parle ensemble, on essaye de trouver les points sur lesquels on va se mettre d'accord. Et que ce n'est pas obligé ou de laisser faire, continuer la guerre généralisée, ou l'État qui vient et qui dit c'est ça l'intérêt général. Non, il peut se construire ensemble. Donc c'était, quand je dis utopique, c'était l'espoir que par une instance régulière qui parle... où chacun prend en considération la discipline de l'autre. Voilà, il n'y a pas que le football, il y a où chacun comprend les intérêts de l'autre, vitaux, où eh bien, on essaye de se parler et de construire ensemble un environnement de diffusion audiovisuelle qui soit le plus vertueux possible. Voilà. Donc c'était ça l'idée, et je pense que des conférences régulières qui lient ces deux mondes et où on se dit les choses et où le CSA vient un petit peu en tirer quelques leçons, voire même réguler, parce que des fois il faut des régulations et c'est son rôle, pouvait être intéressant. Mais il faudrait tellement de volontarisme pour obliger à ça, que je suis un peu sceptique à ce stade, parce que s'il faut 5 ans minimum, puisque ce n'est pas encore arrivé, pour publier un décret où tout le monde est déjà d'accord avant, peut-être que pour une telle proposition, il faudra quelques décennies. Et on a vu depuis 5 ans d'ailleurs qu'il y avait eu des évolutions intéressantes. Donc, je pense à l'émergence de plateformes, des OTT en particulier, qui permettent, alors avec des partenariats suivants, ça peut être avec les fédérations, ça peut être avec des chaînes d'ailleurs, une meilleure diffusion, une meilleure exposition d'un certain nombre de disciplines sportives. Et c'est vrai qu'on est en train d'assister quelque part à l'émergence d'un autre concept que l'événement d'intérêt majeur qui concerne le niveau national, voire international, qui est les événements d'intérêt régionaux, en fait. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des succès d'audience très forts. Alors,
pas simplement sur la Ligue 2, hein, parce que la Ligue 2, c'est vrai, draine énormément de téléspectateurs. Il y a aujourd'hui un accord entre Amazon et la chaîne L'Équipe pour les 8 premières journées pour diffuser les matchs. Et puis il y a le multiplex qui continue à être diffusé tous les samedis. C'est un gros succès. La chaîne L'Équipe nous a donné des audiences de diffusion en clair de disciplines sportives. Que j'encourageais d'ailleurs. Voilà, je ne vais pas prendre les plus connus, mais le biathlon, le triathlon, souvent avec 800 000, 1 million de téléspectateurs en audience. Donc on voit le potentiel. Hein, et les Jeux paralympiques, les rediffusions d'extraits de France Télévisions par la chaîne L'Équipe le soir ont cartonné. Voilà. Donc quelque part, parce que je sais que vous proposiez que France 3, là aussi service public, devienne un petit peu le canal de diffusion du sport au niveau régional, mais est-ce qu'on pourrait aussi peut-être s'appuyer sur ces plateformes pour trouver des bons partenariats? Et quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse, on ne peut pas aller en termes de régulation et dans la loi, dans le détail des allotissements, mais ce qu'on préconise, c'est quand même que au-delà de la diffusion des matchs, par exemple, de foot, il y ait des lots qui concernent des formats plus courts, des formats magazines. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous aviez fait des propositions? Oui. Oui, déjà, je voulais que l'on fixe des règles sur les courts extraits. Parce que même les courts extraits coûtent des fortunes, parfois, ou même ne sont pas donnés. Et donc, impossibilité pour la diversité des chaînes d'en disposer aussi librement qu'avant, parce qu'avant, c'était beaucoup plus ouvert. Et donc, par exemple, ça, oui, l'idée sur le service public était de se dire, bon, vous vous souvenez quand même qu'il y a longtemps, c'était ma jeunesse, les rendez-vous du dimanche soir sur France Télévisions pour balayer l'actualité sportive du week-end étaient très, très regardés. Il y avait une importance. À partir du moment où, sur un certain nombre d'événements, il n'avait plus de droit, ni des très courts, c'était moins regardé. Mais ça affectait quoi? C'est que, à l'époque, parce qu'on pouvait montrer les choses qui faisaient la réelle actualité, on passait dans le magazine un certain nombre de sports qu'on voyait nulle part ailleurs que le dimanche soir sur France Télévisions, avec un court extrait, celui qui a gagné ça, quelques images, etc., de sports très peu connus. Bon, à partir du moment où, de toute façon, même France Télévisions recherche l'audimat. Hein. Donc, si c'est plus attractif, eh ben, ils vont pas mettre à des grandes heures d'écoute ou à annuler un certain nombre d'émissions. Pour le coup, le magazine qui est diffusé tous les soirs, tout le sport sur France il marche très bien. Il marche très bien. Marche très bien, bien sûr. Et Feu, Stade 2 qui est maintenant Stade 2 sur France 3, bien sûr. Le dimanche continue à bien fonctionner à une heure. De toute façon, il y a beaucoup de choses que France Télévisions a décidé de faire depuis quelques années qui vont beaucoup dans le sens de ce que je voyais dans ce rapport et qui était dans l'air. C'est-à-dire que, et ça a prouvé d'ailleurs que ce n'était pas des vues de l'esprit et que même si au départ il s'agissait d'avoir un peu d'audace, prendre du risque, la vérité des faits, c'est-à-dire les audimates qui sont arrivés, ont permis de conforter l'idée que c'était la bonne direction. Je l'ai dit pour le sport féminin, je le dis aussi pour ça, pour ces magazines qui permettent et puis aussi les JO. Et quelque chose, j'ai oublié de le dire, mais dans la modification de décret, je proposais d'intégrer les Jeux paralympiques, qui ne sont pas protégés aujourd'hui. Et globalement, donc, ça c'était la phase avancée de ma proposition, mais je traite dans mon rapport à l'époque le fait de pouvoir favoriser la diffusion en général, de la valorisation de l'ensemble de nos citoyens, dont les personnes en situation de handicap font partie, et qu'il faut arrêter d'invisibiliser, d'autant que la pratique sportive et l'exploit sportif qui est là a une charge et une force très importante pour l'inclusion dans notre société, et que donc ça doit être un devoir de l'audiovisuel en général et de l'audiovisuel public de le faire.
qu'il y a des sujets. Non, je vous en prie. Oui, jusqu'au bout, on va faire cette partie de tennis. Non, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit avec, à un moment donné, cette question donc de préservation de l'intérêt général. Donc c'est une question que j'ai posée, tous les acteurs notamment, sur pour aller dans le sens de cet équilibre et de peut-être retrouver un équilibre et un principe justement de mettre donc je dirais une nécessité de valorisation des droits dans l'intérêt économique et du financement du sport, mais aussi l'exposition. Est-ce que justement, au vu de ce qui s'est passé le Mediapro, avec ce risque qu'on a eu pendant quelques jours de ne pas avoir de diffusion du championnat de Ligue 1, le sport le plus populaire, donc le foot, est-ce que justement donc la réflexion autour d'une forme d'autorité administrative indépendante qu'on pourrait qualifier de Conseil supérieur du sport professionnel notamment, qui allierait justement l'audiovisuel et les compétences du CSA, de futur Arcom, mais aussi bien sûr les acteurs sportifs et les diffuseurs, pour pouvoir ne serait-ce que dans le cadre d'une préservation de la souveraineté du sport, justifierait donc sur ce principe-là du fait que dans notre pays, il y a, je dirais, une nécessité qu'il y ait et que l'État soit quelque part garant de l'exposition du sport au plus grand nombre et de son financement du sport, puisqu'on a un principe de solidarité financière très, très fort donc, au travers de la taxe Buffet notamment. Parce que justement, donc, je crois que ça peut rejoindre donc ce que vous dites. Que je proposais de modifier en partie, et d'ailleurs, avant même de le proposer, mais pas dans un sens de moins 10 ans, j'avais appelé Marie-Georges Buffet pour savoir ce qu'elle en pensait, et dans le principe et l'équilibre des propositions que je faisais, elle m'avait assuré d'ailleurs qu'elle était d'accord, parce qu'il faut tout se modernise. La grande avancée de cette taxe, c'était que c'était une nouveauté de principe de solidarité, et en même temps, pour qu'il soit toujours aussi efficace malgré les modifications du paysage, il faut savoir, dans le même état d'esprit, des fois bouger sa réalisation concrète pour permettre qu'il continue à remplir sa fonction. Ce que vous me demandez sur ce que vous me posez comme question sur ce que je pense d'une autorité, je ne sais pas laquelle, parce que je n'ai pas bien compris le format, où on a une instance globale qui peut avoir des sous-sections de dialogue entre le monde sportif et le monde de l'audiovisuel. Et bon, il peut y avoir une sous-section sport professionnel, parce que tous les sports ne sont pas les mêmes. Bon. Mais je pense que ça, c'est des instances bilatérales, on va dire, où il y a et l'audiovisuel et le monde sportif qui dialogue et qui fixe l'intérêt général. Bon. Ou sinon, je pense que le CSA, c'est bien. Enfin, le CSA, l'ARCOM. Donc, j'ai pas compris la proposition, mais je pense qu'il y a un régulateur qui doit prendre dans tous les aspects de la diffusion audiovisuelle, exercer son rôle de régulateur. Et d'ailleurs, il ne l'avait pas sur le net, et c'était un manque, parce que l'audiovisuel, l'image sur le net avait pris une telle place que ça ne pouvait pas être un lieu de non-droit. Et lui-même doit pouvoir avoir des sections spécialisées, parce que c'est... Mais je suis pour qu'il y ait un régulateur de ce qui concerne les droits audiovisuels, et que ce soit situé là. Maintenant, peut-être j'ai pas compris la proposition, elle est peut-être... Dites-moi. Oui. Non, moi je suis dans le en même temps, alors c'est peut-être ma déformation de mon groupe parlementaire, donc je suis dans l'ensemble et en même temps. Donc non, mais je rebondissais sur ce que vous disiez, que c'est pas seul les acteurs audiovisuels, c'est pas seul le mouvement sportif, et c'est pas seul l'État. Voilà, donc c'est tout simplement une instance qui regrouperait donc je dirais tout ce qui va concerner le sport, que ce soit dans sa régulation économique,
puisqu'on parle ici des droits audiovisuels, la régulation des appels d'offres, c'est ce qu'on voit au travers des auditions, notamment des réflexions quant en termes de contrôle de garantie, de la fiabilité des acteurs. Là, c'est le cas pour Mediapro notamment, où peut-être qu'il y avait des avis qui auraient pu être donc d'autres avis qui échappent simplement à la seule analyse que peut avoir la ligue professionnelle en question. Non pas, je dirais, pour être dans un strict rôle de contrôle, mais pour bien donc rappeler l'intérêt général que représente ne serait-ce qu'un contrat signé avec un tel acteur, financeur en fait du foot, c'est-à-dire financeur du sport. Donc c'est aussi d'autres sujets, le sujet de effectivement la stratégie audiovisuelle de tous les sports. Et là, en l'occurrence, ce dont je parlais, c'est bien un conseil supérieur des sports professionnels, si vous souhaitez, puisqu'il y a des stratégies audiovisuelles donc, sur lesquelles il peut y avoir aussi un rappel de principe d'une forme de solidarité, que ce soit entre les disciplines elles-mêmes ou dans les disciplines entre le sport masculin et le sport féminin. Donc on voit bien qu'il y a toutes ces dimensions dans lesquelles, donc, et c'est pour ça que je ne cantonnerai pas uniquement aux fonctions en fait, de régulateur du CSA, que j'inclurai effectivement et que je pense qu'il pourrait tout à fait avoir sa place, pour qu'on ait donc une logique d'ensemble où, j'ai envie de dire, chacun soit, je vais dire, au fait d'un objectif où il y retrouve, j'ai envie de dire, son intérêt un petit peu, en tout cas sa fonction, mais pour que donc je crois que ça pourrait donner davantage j'ai envie de dire, d'effet de levier sur justement donc un principe d'intérêt général. Voilà, c'était ça. Donc c'est d'intérêt partagé, en tout cas une gouvernance, on va dire, partagée. Écoutez, ça va complètement dans le sens de ce sur quoi m'interrogeait Régis Juanico dans une de mes propositions et cela. Bon, et c'est à inventer sur sa forme précise, son mode de travail, ses pouvoirs, etc. Mais ça va dans le bon sens. Je pense que le B2B, entre guillemets, n'est pas bon. Une fédération qui négocie avec l'audiovisuel, une fédération ou une ligue qui négocie avec l'État, etc. À un moment donné, tout le monde peut se tirer la bourre et on n'avance pas. Et sur ces dossiers, je n'écarte pas l'idée, moi. Je le dis, parce qu'il faut bien que j'envisage tout. Et pas seulement l'incurie du fonctionnement des ministères. Pourquoi mon décret n'a pas été publié? Peut-être aussi que les intérêts divergents d'un certain nombre de lobbies de ligues ou de fédérations, ou même de groupes audiovisuels, à chaque fois que le gouvernement veut bouger, bloquent, montent et font temporiser. Donc à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut que d'abord ça soit assez transparent, c'est-à-dire que quand il y a des réunions et une instance, les gens y parlent. Ça ne se fait pas en coulisses, par des pressions, Et puis que, parce que je suis sûr que c'est possible, parce que ça a été une de mes convictions en les auditionnant tous, que partant de bonnes intentions et ayant plutôt des dirigeants républicains, on va dire, qui recherchent souvent l'intérêt général, eh bien, ils trouveront ils trouveront ensemble l'intérêt général avec l'État. Et ils diront pas, ben nous, c'est des intérêts particuliers, à vous, l'État, de faire et de trancher. Et donc, ensuite, chacun étant dans des pressions sur l'État particulières pour que ça penche dans son sens. Non, il faut quelque chose de plus civique, qui ait conscience de tous ces acteurs du sport, qu'ils ont une responsabilité très importante. Je me suis emporté tout à l'heure en disant ça pas l'argent qui doit tout guider. Mais vraiment, ça atteint des... Moi, je suis un amoureux, un passionné absolu du football. Donc bien sûr que j'ai envie de voir les stars, bien sûr que j'ai envie de voir des clubs français qui brillent. Je sais que ça coûte de l'argent, je sais que donc ils ont besoin de droits, qu'il y a besoin d'avoir des droits audiovisuels pour pouvoir avoir, etc. Mais vous avez bien vu que ça ne tient pas qu'à ça. Ça ne tient pas qu'à ça. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est les droits audiovisuels qui font qu'on peut se payer Messi ou Neymar. Il faut juste avoir un État riche. Ça suffit, quelque part. Donc, il faut moduler le truc.
C'est-à-dire que si le principe c'est l'argent, alors il y aura toujours certains qui auront plus d'argent que toi. Et ça, je l'ai vu à chaque fois. Hein. Canal était venu me voir dans les auditions en disant « Regardez, c'est pas possible, c'est inégal, Beansport ». Ils ont un État, ils peuvent s'endetter comme des fous. Bon, c'est pas un problème, nous on peut pas. Nous on est obligés de tenir pour pouvoir renchérir. Ils avaient raison. Je leur ai dit, mais ils trouveront pire qu'eux. Et ils ont trouvé pire qu'eux. Et donc, à un moment donné, il faut dire basta à cette course, parce que on arrive à... Regardez, peut-être mes derniers mots, si vous avez plus de questions à me poser, mais on est sur la loi audiovisuelle, qui devait être la loi audiovisuelle, qui est une petite loi qu'on vient d'adopter, sans grande ambition, mais où on a quand même fait au moins une chose que j'ai défendue il y a 10 ans, à l'époque dans le désert, qu'il fallait fusionner la DOPI et le CSA, parce qu'il y avait la régulation de tout ce qui était les plateformes, etc., avait de l'importance, et qu'on pouvait nous dire c'est pas bien aux heures où les enfants regardent, qu'il y ait de la publicité comme ci ou comme ça et tout. Pendant ce temps-là, les mots mettaient sur YouTube, à voir n'importe quoi avant, après, mais c'était pas régulé. Bon, donc, c'est bien. Mais on a voulu intégrer là la lutte contre le piratage. Et donc, tout le monde est monté en disant le piratage sportif, c'est atroce. Mais est-ce qu'on peut, à un moment donné, commencer par le début ? Le piratage sportif pour un môme qui adore le Paris Saint-Germain, qui ne pourra pas voir les matchs. Il ne pourra pas, parce que ses parents ou n'aiment pas le foot, ou ne veulent pas lui payer un abonnement qui coûte cher pour voir. Vous allez le blâmer s'il va chercher sur Internet comment, en streaming, essayer de choper ça par une diffusion à l'étranger ou je ne sais quoi. Mais personne ne pense que c'est sérieux. Et que c'est juste en plus pour ce jeune, pour ce môme. Pendant que des gens qui ont peu d'amour du football, mais par mode, peuvent être tranquilles dans leur salon, à se voir tout ce qu'ils veulent quand ils veulent, sans aucune passion, parce qu'ils ont l'argent. Donc, remettons les choses à l'endroit, si on veut que les gens voient les choses à l'endroit, qui est le sens de la justice, qui est le sens de l'équité. Et ce sont des vecteurs pédagogiques, quand nous on donne du sens aux choses, qui sont gigantesques, beaucoup plus que beaucoup de leçons de morale qu'on donne. Si on met les choses debout, si on donne du sens à tout ce que l'on fait, à ce moment-là, eh bien, on a une société probablement plus apaisée, plus vertueuse. Et c'est comme ça, le sport et sa diffusion a un impact gigantesque sur la jeunesse. Donc commençons, y compris sur ces questions, à mettre nous-mêmes du sens et pas à laisser les choses à volo avec les plateformes, les grands groupes, les inflations folles de coûts. Bien entendu, si je veux un grand joueur, il coûte tellement cher que j'ai besoin de droits télé, et plus j'ai de droits télé, plus les joueurs sont chers, et on court vers quelque chose qui, heureusement, je pense, est en train de trouver ses limites. Ça commence à baisser, hein, y compris le coût des transferts et tout, parce que c'était devenu sans fin. Mais je pense qu'il faudra encore aller plus loin pour faire que le sport soit plus accessible à tout le monde et qu'on arrête cette course qui fera qu'un jour, ne pourront voir les plus grands événements, les plus attractifs, que le plus petit nombre. C'est-à-dire que plus ça sera populaire, plus ce sera un petit nombre qui aura le droit de le regarder. Ce qui est absolument dingo, parce que, y compris l'accès au stade, on pourrait dire, ne regardez pas la télé, allez au stade. Mais c'est la même tendance pour aller au stade. C'est très cher maintenant. C'est très cher. Et notamment, on a vu dans le championnat anglais comment c'est devenu... Bon, il y a des clubs qui arrivent encore à tenir des tarifs normaux,
mais ça devient de plus en plus cher et sélect. Oui, là vous parlez du championnat anglais. Hein. Enfin, en France, je pense qu'il y a une politique d'abonnement avec les familles, etc. En tout cas, moi je parle pour le club que je connais, l'OGC Nice. Oui, oui, non, mais après c'est une question de, effectivement, diversification du modèle. Quand ils ouvrent, des fois, ils commencent à très bas prix. Dès qu'ils font le plein, on ne se comprend pas pourquoi le menu a doublé. Mais c'est à peu près la tendance qu'il y aura. Et en Angleterre, ça a été ça la tendance. Une fois que les stades étaient complètement pleins, ils ont fait autre chose. En France, on a un problème de remplissage des stades. Donc, c'est attractif. Mais dès que les stades sont complètement pleins, puisque c'est que l'offre et la demande qui dictent, regardez le Parc des Princes, c'est cher. Ouais, le Parc des Princes n'est pas forcément donc l'exemple illustratif de tous les clubs français à beaucoup de niveaux. Et vous l'avez dit vous-même, notamment que sur son modèle sa capacité de financement. Juste, je voudrais qu'on réponde un petit peu sur peut-être, je trouve, un raccourci que vous avez fait. On n'est pas en train de stigmatiser avec le dispositif illégal et blâmer le jeune utilisateur illégal, hein, qu'on soit bien d'accord, puisque le principe même de ce dispositif est d'attaquer directement la filière économique illégale. Je dis ça parce que c'est important dans la perception même de cette politique, qui est, et je crois qu'on va le partager ensemble, une protection des droits d'auteur des sportifs, avant tout, et que là, on s'attaque bien à la filière économique. Mais je partage totalement, et je crois que c'est pour ça que cette mission existe aussi, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là, puisque le mal est plus profond et qu'il faut l'attaquer à la racine, et notamment sur une prise en compte, en tout cas, de l'évolution des usages et des modes, ne serait-ce que par les nouvelles générations. Et tout ça ne fait que, je pense, justifier encore plus peut-être vos dires et ce qu'on a pu partager ici sur une nécessité, à un moment donné, d'intervention de l'État sur des principes, et celui-ci aussi notamment accompagner donc j'ai envie de dire aussi l'évolution des acteurs et répondre donc en tout cas pour le streaming légal à une urgence, et je considère que c'était une mesure de soutien d'urgence qui n'exclut pas une évolution donc notamment de l'offre, et cette réflexion-là qui doit être aussi initiée peut-être par les pouvoirs publics comme on le fait ici, pour qu'il y ait donc une évolution et une prise de conscience qu'il faut élargir au maximum, et tous les acteurs doivent être concernés là-dedans, l'exposition. Si vous me permettez, je veux faire une petite mise au point pour pas effectivement qu'il y ait d'interprétation de ce que j'ai dit. Surtout que, comme j'ai fait un développement ensuite, je ne suis pas revenu pour le préciser. C'est évident pour moi que ce qui est proposé finalement, qui est resté dans la loi, et c'est nécessaire, ceux qui font de l'argent sur ce piratage, il ne faut pas les louper. Hein, mais moi, j'ai eu un débat, parce que je l'ai depuis 15 ans, au Sénat qui était différent, où il voulait aussi s'attaquer aux internautes, et j'étais d'accord avec l'Assemblée nationale et pour le coup le gouvernement, et c'est pas tous les jours, sur le fait de s'attaquer aux sites pirates et à ceux qui faisaient de l'argent là-dessus. Donc non, c'est clair. Là-dessus, on est d'accord. Mais nous, au Sénat, on avait un débat qui n'était pas complètement celui-là, et on est d'ailleurs très content qu'il ait été rétabli ensuite, après le passage au Sénat par l'Assemblée et par la commission mixte paritaire, le fait qu'on revienne à cela que je préconise depuis le début que ces débats ont lieu. Il y avait le droit d'auteur des auteurs, de la musique, du cinéma, de l'ensemble des créateurs, et là, sportifs. À l'inverse de d'autres qui étaient proches politiquement de moi, j'ai toujours mis ça d'abord, mais je n'ai jamais été d'accord avec ceux qui disaient on protège le droit d'auteur en montrant du doigt l'internaute ou le jeune. En général, c'était le jeune pour la musique ou pour le sport, là où il fallait se concentrer sur ceux qui en faisaient commerce du piratage. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour cette contribution riche et intense. Merci. Écoutez, merci. Je vais vous offrir mon rapport. Oui. Au moins, il y en aura 2 qui l'auront lu. On va lire les 250 pages, on va lire attentivement, bien évidemment.